Mesdames et messieurs, bonjour. À l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2019 à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou a annoncé les couleurs des actions à mener par son institution dans le cadre du dialogue politique tenu les 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. En effet, au menu de cette session qui s'avère budgétaire, les députés vont aussi étudier 5 différentes propositions de loi qui entrent en ligne de compte de la mise en œuvre des recommandations de cette assise politique. Il s'agit des propositions de loi modificatives et complétives de la charte des partis politiques, du code électoral, du statut de l'opposition, des lois portant financement des partis politiques et amnistie des personnes impliquées dans les violences électorales et post-électorales. Alors, quel présage cela augure-t-il dans le sens de l'apaisement et la réconciliation de la classe politique? Les députés feront-ils les sacrifices nécessaires en votant des lois plus adaptées aux réalités actuelles, conformément aux volontés exprimées par les différents partis politiques ayant participé à ce dialogue politique? Voilà les grandes questions qui nous intéressent et nous en parlons sur l'entretien de ce dimanche avec sur ce plateau un acteur politique très expérimenté, Jean-Roger Aoyo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, vous êtes ancien ministre en République du Bénin. Vous êtes actuellement membre du parti politique l'Union Progressiste. L'Union Progressiste, c'est l'un cela. des partis représentés à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Absolument. Merci d'avoir répondu présent à notre appel une fois encore. Merci, Et d'ailleurs, merci encore. voilà, cette émission qui est diffusée sur les antennes de E-Télé, mais également sur l'ensemble du réseau de diffusion du groupe de presse Le Matinal, à savoir les radios CFM à Cotonou Oui. et Urban FM à Parakou. Je vous dis merci une fois encore d'être là. Je vous remercie aussi à mon tour, une fois encore. Voilà. Alors, est-ce que, Jean-Roger Aoyo, vous voyez une 8e législature disponible pour poursuivre le processus qui a été déclenché au Palais des Congrès à partir du 10 octobre dernier? Je suis tout à fait convaincu que les députés de la 8e législature, ils vont jouer leur partition pour l'apaisement du climat politique dans notre pays. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que je les connais. Je ne connais pas chacun d'entre eux, hein. Oui. Mais je suis de l'Union progressiste. Je connais en particulier le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. On a fait l'Union fait la nation ensemble, longtemps. Je le connais, je sais son orientation générale, je connais son état d'esprit. Je connais très bien Louis Vlavonou. Et je me suis réjoui de le voir à la tête de notre assemblée. Avec un président pareil, et avec les députés que je connais, enfin ils sont nombreux hein, que je connais, aussi bien de l'UP que du Bloc républicain, je crois que les députés, ils vont jouer la partition pour que ce qu'on appelle la crise électorale soit conjuguée au passé. J'en suis convaincu. Mais étant donné que les différentes recommandations Oui. du dialogue politique nécessitent aussi des sacrifices de part et d'autre, Oui. est-ce qu'ils sont disponibles à faire les sacrifices nécessaires? Je crois qu'ils le feront. Je crois qu'ils le feront s'il s'agit de ramener la paix. Oui. Et parce qu'on ne peut rien faire sans la paix. Vous voyez, je vois la question que vous avez sur la langue que vous ne posez pas. Est-ce qu'il va accepter la dissolution de l'Assemblée? C'est ça, oui. C'est ça que vous voulez savoir? Non. Ils ont adopté le principe d'élection générale. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regrouper toutes les élections législatives, présidentielles et communales Oui. en une seule année. Oui. Il s'agit de trouver la bonne année pour qu'on puisse aller aux élections générales, pour que ça fasse faire à notre budget des économies. C'est une très bonne décision d'avoir adopté le principe d'élection générale. Maintenant, la bonne date, c'est quand? Eux-mêmes, le dialogue a dit 21, 23 ou bien 23 ou 25. Voilà, 2021 ou encore ailleurs. Certains ont même proposé 2020 déjà qui arrive. 2020, 2021, 2025, je crois. Oui. Bon. Je crois que 2020, c'est trop tôt.
C'est déjà à nos portes. Ouais, c'est déjà à nos portes. Peut-être qu'il faut envisager, hein, je suis en politique, moi je suis réaliste. Ce qui me paraît faisable, c'est que il faut envisager peut-être que dès 2021, aller aux élections générales. Organiser les élections générales en 2021. Vous voyez? Alors, le problème qui est posé, en réalité, c'est quoi? Les députés appellent élus, on leur dit, votre mandat d'élection là. Alors, il n'y a que, quand ils ont été élus, qu'ils ont commencé à siéger, ils ont pris des engagements. Oui. Certains ont dû prendre un véhicule. Il faut qu'ils remboursent ça. Il faut trouver, pour chacun d'entre eux, un arrangement. Pour que s'ils sont obligés de partir avant le terme échu, ils puissent faire face financièrement à leurs engagements. C'est tout le problème qui est là. Comme ça, nous allons repartir aux élections législatives et tous les partis, toutes les activités seront représentés à l'Assemblée. C'est ce qu'on veut. Il ne faut pas croire que le UIP et le Bloc populaire ont été aux élections, comment dirais-je, quand ils ont été seuls à leurs élections, ils avaient le cœur en joie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont vus contraints d'aller aux élections dans ces conditions-là parce que les partis de l'opposition ont boycotté les élections. Avec l'intention affichée de faire échouer le processus électoral. Nous, on a dit non. Et le président a dit non avec nous, le processus n'échouera pas. Donc nous avons conduit le processus à son terme. Ça a donné une assemblée qui dit monocolore. C'est pas vrai. Entre l'UP et le Bloc républicain, il y a des différences. Il est vrai qu'ils s'entendent pour soutenir Talon, le président de l'Assemblée. On a l'impression que c'est ça qui change tout, d'ailleurs, dans la conception. C'est dans leur conception même, leur naissance, le projet qui a été suivi pour les choses-là. Le président Talon s'est impliqué. Donc, ces deux blocs-là sont nés pour aider le président Talon à diriger notre pays. Donc, globalement, ils sont dans la même vision, mais ils n'ont pas essayé hier. Non, nous sommes... vous voyez, ceux qui sont dans les différents partis là, sont des policiers expérimentés. Vous voyez? Et il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas dans les mêmes partis. Oui. Vous voyez? Donc c'est maintenant que ces deux blocs-là vont se consolider et que peut-être d'ici 5 ans, là, si le temps leur est laissé, des différents vont apparaître, mais pour le moment, le cap c'est aidons le président de la République à achever son mandat. Je crois qu'ils vont jouer la partition et que le pays reviendra, disons, à de meilleurs sentiments. Les choses seront stabilisées. Mais lorsqu'on vous suit, il se pose tout simplement un problème de respect des engagements financiers de la part de ces députés-là qui ont, on va dire, démarré leur mandature, notamment en faisant leur planning. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est de cette même façon que tout le monde voit la chose, notamment à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'ego, par exemple, où on se dit, je suis élu pour 4 ans, pourquoi devrais-je laisser... Non, ce n'est pas seulement l'aspect financier. C'est l'aspect financier qui mais je suppose que beaucoup seront sensibles à cet aspect financier-là. Oui, mais il y a aussi évidemment le fait qu'on les a élus pour 4 ans et dès la deuxième année, on leur dit de déménager. Oui. Humainement, c'est pas facile à accepter. Oui, mais si on leur demande de faire ce sacrifice-là pour que la paix revienne et que le développement suppose la paix, je crois qu'ils feront le sacrifice. Ils feront le sacrifice. Je crois. Les hommes que je vois là, je connais. Sakalafia, Abibala, je connais dans les deux camps, je connais beaucoup de députés. Je crois qu'ils sont capables de ce sacrifice-là pour que la paix revienne et que le développement se poursuive. Mais si on va faire ce sacrifice, on le fait comment? Est-ce qu'on touche la loi fondamentale, puisque là aussi c'est une très grosse question à laquelle certains semblent ne pas vouloir répondre directement. Est-ce que vous avez une conviction sur le sujet? On révise la Constitution pour le faire? Les résultats du dialogue national
tenus du 10 au 12, Oui. ont été remis à un comité d'experts. Ce comité a remis son rapport ce matin, Oui. à 10 h, au chef de l'État. Je suis sûr que tous ces aspects-là ont été abordés dans ce rapport. Et s'il faut toucher la Constitution, non, il ne faut pas toucher la Constitution. Voici les procédures que nous proposons pour ne pas aller, pour ne pas toucher la Constitution. Ce qui est souhaitable, de mon point de vue, c'est que la réforme de la Constitution, la révision de la Constitution, sur laquelle tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord en réalité. Absolument tout le monde, hein. Il y a certains acteurs politiques. Tout le monde est d'accord. La Constitution remonte à 1990. Elle est vieille de combien? Bientôt 30 ans. Ou bien, bientôt 30 ans. Il y a des choses à revoir, nécessairement. Et ce que tout le monde voit tout de suite, on dit la Cour des comptes. Il faut en faire une institution. Il faut la sortir. Il faut sortir la Chambre des comptes de la Cour suprême pour en faire une institution à part. Tout le monde voit ça tout de suite. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Si on veut revoir la Constitution et l'adapter à notre truc là, il y a beaucoup de choses à revoir. Ce qui est souhaitable, c'est que cette révision-là intervient lorsque une nouvelle assemblée sera élue et installée. Nouvelle assemblée, ça veut dire que toutes les sensibilités qui sont sur le terrain là seront représentées dans la nouvelle assemblée. Ce qui est souhaitable, c'est que ce soit cette assemblée-là qui révise la Constitution. Donc, sinon, on va dire, objectifs. Sinon, on va dire que voilà, ils ont fait exprès, ils ont éliminé les partis d'opposition. Ils sont allés réviser la Constitution. Ils ont allé en catimini pratiquement. Non. C'est pas le. Bon, je ne dis pas que je connais talent comme ma poche. Ne passons pas la nuit ensemble. Hein? Mais je crois que ce n'est pas son intention à lui, ça, de faire des choses comme ça. Il veut l'adhésion du pays. Si on doit changer, il faut l'adhésion du pays. L'adhésion du pays sera donnée par les représentants du pays à travers les partis politiques qui sont présents à l'Assemblée nationale. C'est ça. Donc, il est souhaitable que la révision, le projet de la révision soit posé au moment de... Lorsqu'une nouvelle assemblée... va s'installer. Représentative va s'installer. Oui. Je dis représentative. Il faut croire que les avocats n'est pas représentative. Attention. Aucun texte, aucun article de la Constitution qui est là n'a dit que pour que les élections soient validées, il faut un pourcentage. Si c'est 2% de voix, c'est validé. Les gens ont cru que non, ils pourraient leur vessie pour des lanternes, non, pas du tout. La Constitution est claire. Il n'y a pas de pourcentage pour valider les élections législatives. À partir du moment où elles sont déroulées régulièrement, comme ça a été le cas en avril dernier, elles sont validées. Et l'Assemblée qui est élue est légitime. On peut faire des querelles sémantiques, elle est légitime, elle est illégale, enfin, bref, on peut faire toutes sortes de jeux de mots. Ça ne change rien à la réalité. La preuve, dès que l'Assemblée a été élue, elle était installée, elle a commencé à travailler. Je ne sais plus combien de voyages le président Blagouna a fait. Sa dernière sortie, c'est en Serbie. Il est revenu. Oui. Donc, les gens qui prennent leur vessie pour des lanternes, il ne faut pas les écouter. Ils tiennent des propos dignes d'une opposition, mais à part ça, ça n'a pas de... Pour moi, ça n'a pas une grande importance. Oui, mais d'accord. On attend qu'une nouvelle Assemblée nationale s'installe. Ce qui est souhaitable, c'est ça. C'est ça, justement. Mais alors, comment est-ce qu'on va alors concrétiser les élections générales? On le fait par quel texte? Comment est-ce qu'on... Alors, je ne sais pas si il sera nécessaire pour cela de réviser la Constitution. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, je suis un pauvre géographe, à la retraite encore. Donc, non, ce n'est pas mon domaine. Mais, si dans le rapport des experts, ils ont abordé cet aspect-là, ils vont trouver une solution. Puisque le rapport sera remis au chef de l'État, et le chef de l'État partagerait ce rapport seulement avec les membres de l'Assemblée, pour éclairer l'Assemblée. Voilà que les experts, voilà que tenez en compte pour discuter des 5 propositions de loi que nous avons envoyées
Est-ce qu'il sera nécessaire de revoir la Constitution avant d'adopter les 5 lois là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais parlant justement d'une proposition de loi qui va donc améliorer la charte des partis politiques actuels, l'une des dispositions phares qu'il va falloir insérer selon les partis politiques ayant participé au dialogue, c'est notamment de réduire le ministère de l'Intérieur à une tâche purement administrative. Quel avis avez-vous par rapport à cette disposition-là? Vous pensez que c'est utile? Bon, vous savez, pourquoi les gens sont focalisés sur le rôle du ministère de l'Intérieur? Parce que on a demandé au ministère de l'Intérieur de demander un certificat de conformité. Oui. Vous vous souvenez? Ce certificat de conformité n'est pas mentionné dans la charte des partis, ni dans la loi électorale, dans le code électoral. Oui. Ça a créé un problème réel. Moi, je me suis interrogé. Moi, en tant que citoyen, je me suis interrogé. Je ne me suis pas dit, ah, je suis un membre de l'UP, il faut soutenir. Je me suis interrogé, au fond, est-ce que c'est nécessaire? Cette disposition-là. Cette disposition-là. Parce qu'on en a fait un truc qu'il faut ajouter, une pièce qu'il faut ajouter au dossier. Est-ce que c'est nécessaire? La réponse m'a été apportée lorsque, après les élections, là, les partis ont été agréés, pour ainsi dire. Le ministère de l'Intérieur n'a plus parlé. C'est de conformité. Vous vous souvenez? Ils ont parlé de récépissé définitif. C'est ça. C'est ça. C'est aussi simple. Les dispositions que les partis doivent remplir pour aller aux élections, on les connaît. Vous allez dans l'intérieur, vous demandez votre dossier. Si toutes les pièces sont... Ensuite, on fait l'examen de votre dossier. Et lorsque les dossiers sont conformes à ce qui est demandé, on vous donne le récépissé définitif. C'est tout. Publication au journal officiel. C'est tout. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter ce certificat de conformité. Ce n'est pas nécessaire. Hein? Comme a dit un ami, c'est une connaissance sémantique qui est venue brouiller les choses et qui a nuit à l'image de notre démocratie. Parce qu'on a dit, voilà, Talon a inventé ça pour éliminer ses adversaires, voilà, certificat de conformité, c'est une astuce pour la Cour constitutionnelle a légiféré, oui. Donc a violé la Constitution. Il y a tout un développement qui a été fait. On n'a pas dit que tous ces développements sont faux. Non, il faut être honnête. Si la Cour constitutionnelle, puisque c'est le président de la Cour qui a proposé le certificat de conformité, qui n'est ni dans la charte des partis, ni dans le... S'il a proposé ça, c'est tellement de bonne foi. On ne peut pas soupçonner le président de la Cour quand on le connaît. Et quand on connaît ses rapports avec le président Talon, d'avoir voulu glisser une peau de banane au président Talon. Non. Il a fait sa position de bonne foi. Aller jusqu'à transformer ça en une pièce, il faut ajouter. Ça a brouillé un peu les cartes. Et moi, personnellement, je regrette ça. La formule qu'ils ont trouvée à la fin, c'est ça qui est vrai. Récépissé provisoire, et on confirme avec vous dire récépissé définitif. C'est tout. Mais selon les explications des uns et des autres, le certificat de conformité était pour les partis qui existaient et qui devraient se conformer. Étant donné que la date du 17 mars était passée, la date du 17 mars, qui était le délai des 6 mois de conformité aux partis politiques. Après les partis politiques, les nouveaux partis, l'UP, ils ont reçu les récépissés provisoires et définitifs après. L'UP, si l'UP n'avait pas fourni toutes les pièces requises, elle n'aurait pas été... Dans le certificat de conformité. Elle n'aurait pas été chaud là. C'est aussi simple. Moi, je crois qu'il y a eu, à ce niveau-là, c'est ça qui a fait qu'on a douté de choses là du ministère de l'Intérieur, qu'on a voulu le cantonner à un rôle administratif. Moi, je ne suis pas contre. Ça va rassurer beaucoup plus les partis politiques. Je ne suis pas contre. Tout ce qu'il faut faire pour que les élections soient transparentes, crédibles, moi je suis pour. Je suis pour. Vous voyez, je suis pour.
Donc, en réalité, lorsqu'on fait ça, on va réussir alors à rendre la charte des partis politiques beaucoup plus consensuelle. Parce que si on réduit le ministère de l'Intérieur à sa tâche administrative, c'est que les partis politiques n'ont plus rien à reprocher à la charte, si on suit bien le développement du dialogue. Non. Les partis politiques n'ont pas de titre de conformité. Là. Les partis politiques, ils ont accepté le quitus. Vous voyez? Alors on disait, oh là là, 200 millions, c'est trop. Ils ont accepté le quitus. Ils ont accepté quoi encore? Ils ont accepté beaucoup de choses. Alors qu'on pensait qu'il y aurait une opposition. Donc c'est ça qu'ils ont trouvé. J'ai dit à un ami que c'est un prétexte que l'opposition a utilisé pour essayer de bloquer le processus électoral. Maintenant que ce truc est levé, bon, on avance. Mais parlant du code électoral, puisque vous avez commencé déjà à glisser dessus avec les acquis qui ont été maintenus, la caution par exemple, ils l'ont accepté, le quitus fiscal qui a été également accepté, on va fondamentalement revoir dans le code électoral l'article 46 selon les différents délégués au dialogue politique afin de permettre aux partis politiques de revoir leur liste après dépôt à la Sénat pour ne pas permettre à des individus de se positionner sur deux partis politiques pour pénaliser les listes. Quel avis ou quel commentaire cela suscite en vous? Vous pensez que ça rassure davantage aussi comme les autres dispositions? Ce que j'ai lu, si j'ai bien compris, oui. En cas de doublon, on punit l'individu et non le parti. Si c'était cela, le PRD aurait participé aux élections. Oui. Vous voyez? Le PRD remplissait toutes les conditions comme les nouveaux partis. Le PRD a été recalé uniquement, et le moins. Ils ont été recalés parce que le même individu s'est retrouvé sur la liste. Bon, il y a eu des accusations, tout ça. Bon, ça c'est la guerre, la guerre entre partis, tout ça là, dans un contexte électoral. Bon. Mais l'individu là, c'est lui qu'il faut sanctionner. Et laisser les partis compétir. Vous voyez, la disposition qu'ils ont proposée là, moi je suis d'accord. Dans ce cas de doublon là, il faut s'attaquer à l'individu. Mais qu'est-ce que vous faites de la responsabilité des partis politiques eux-mêmes dans le suivi de leurs propres militants? Là, bon. Mais cette disposition qui est proposée, moi je suis d'accord. Ça, le problème que vous posez là, la responsabilité des partis, il faut peut-être leur rappeler ça. Et insister là-dessus. Il s'ensuit que désormais, chaque parti doit être sur ses gardes et examiner bien la liste de candidats qu'il introduit. Il m'est revenu que l'individu qui est apparu sur la liste de Moëlé et de choses là, cet individu a écrit au PRD pour dire je ne suis pas sur votre liste. Hein. Et pourtant, il est apparu sur la liste. Il m'est revenu. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas les moyens de vérifier. Bon, vous voyez. Donc, les partis, à cause de ce précédent-là, des élections d'avril 2019, feront attention. Et examineront à la loupe les listes qui vont déposer. Mais lorsqu'on voit un peu cette différence, si on s'arrête un peu pour faire une conclusion partielle au niveau des deux lois fondamentales qui ont fondé la réforme du système partisan, la charte des partis politiques et le code électoral, est-ce qu'on peut dire que, vu un peu le degré de choses à corriger, qu'on peut estimer très peu de choses à corriger, est-ce qu'on peut être fier de ces deux lois-là finalement, pour dire, bon, on a avancé quand même? On a fait un grand pas. Ah bon. Moi, personnellement, je suis heureux. Je suis heureux. Pourquoi? Dites-moi. Le petit parti intégral a ouvert les vannes. Et comme ça peut être fait à une période de parti unique, les partis sont multipliés. J'ai mis dans un article que j'ai publié récemment sur la crise électorale qu'une foultitude de partis s'est créée. On s'est retrouvé avec, par village, c'est pour caricaturer, chaque village avait son parti. Non, ça ne peut pas aller. Plus de 300, plus de 200, presque 300 partis pour le Bénin, le petit Bénin là. 300 partis, c'est invivable. La preuve a été faite. Ces deux lois sont contraignantes. Il faut reconnaître ça. Et
le mérite des partis, ceux qui ont participé et ceux qui se sont conformés après, leur mérite c'est d'avoir accepté ces deux lois-là. Parce que le résultat c'est quoi? Dites-nous. Au lieu de 200 partis, nous sommes maintenant à une dizaine. Oui. Oui. Et peut-être d'autres vont se créer. Mais on ne va pas dépasser 20. C'est jouable. C'est jouable. Oui. Et il y a l'obligation faite aux partis d'être aux élections. Je ne souviens plus de choses là. Oui. Des choses là. D'avoir des candidats partout. Et de participer régulièrement aux élections. Oui. Oui. De se faire élire au moins 2 fois. Enfin, si vous participez 2 fois aux élections sans avoir d'élus, c'est comme, enfin, on vous recale. On vous recale. Vous sortez du jeu. Donc, il y a ces dispositions sont contraires. Il faut le reconnaître. Et le mérite des partis, il faut féliciter les partis d'avoir accepté ces dispositions-là. Parce que ça nous ramène à des proportions qui sont gérables pour nous. Pour que notre démocratie fonctionne, disons, normalement. Mais ce n'est pas facile à vivre pour les partis politiques non plus. On a mis à côté le financement public. On va revenir à ça tout à l'heure. Oui, oui. Mais en matière de cohabitation, de collaboration entre hommes politiques, étant donné que c'était d'anciens présidents de partis politiques qui maintenant peut-être sont devenus de simples membres fondateurs, oui. Il y a des sacrifices qui se font aussi à ce niveau-là. Il y a des égos à sacrifier. Oui. C'est clair. Ça a été conçu pour ça. Les lois ont été conçues pour ça. Pour que les personnalités s'effacent au profit des partis. Et que les partis s'affirment et jouent leur rôle d'animation de la vie publique. Ceux qui ont proposé les lois que nous avons adoptées là, presque à l'unanimité là, non, ils ont bien réfléchi. Ce sont des gens qui, depuis 1990, ont participé à toutes les législatures. Je prends quelqu'un comme le président Aboussou Brelo. Il a participé à toutes les législatures depuis 1990. C'est à la 8e qu'il a renoncé. Il a voulu, il a été encore député. Il allait à l'Assemblée, il a dit non, c'est pas la peine. Et il gère, il dirige l'IP. Mais un leader de cette carrure-là, il maîtrise les partis et le fonctionnement. Oui, les blocages. En fonction de son expérience. En fonction de son expérience. Et il n'est pas seul. Il y a d'autres aussi qui ont de l'expérience, comme le président Mbéji, qui a de l'expérience. Ce n'est pas les mêmes parcours. Hein. Ce n'est pas les mêmes parcours. Oui. Ils sont comme les gens, plaisants pour le dire, là, ils sont nés dans la même maternité, mais ils ne sont pas les mêmes. Ils ont grandi différemment. Ah oui, oui, oui. Donc, ils n'ont pas les mêmes parcours, mais les deux ont beaucoup d'expérience. Il y a d'autres aussi plus jeunes, Abibola, qui a encore Saka Lafia. Ils sont nombreux, ils ont de l'expérience. Ils savent à quelle gymnastique les lois anciennes, l'ancienne charte des partis, l'ancienne loi électorale, à quelle gymnastique ces lois les obligeaient. Vous voyez? On fait une combinaison aujourd'hui, demain on défait ça. Et non, on ne peut pas continuer. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Si on dirige un pays comme ça, on n'aura jamais la stabilité politique. Or, il faut la stabilité pour le développement. Oui, mais comment concevez-vous les différentes polémiques qui ont suivi l'adoption de ces lois, notamment leur mise en application à l'occasion des élections législatives? On a entendu beaucoup de choses, des lois drones, des lois qui sont taillées sur mesure pour exclure. On a notamment décrit l'article 242 du Code électoral qui prévoyait qu'on puisse avoir 10% au plan national avant de pouvoir faire valider un siège à l'Assemblée nationale. Mais à l'arrivée, lorsque tous les acteurs politiques, même ceux qui n'ont pas pu participer aux législatives, ont été conviés au dialogue, plus personne n'a demandé qu'on remette en cause cela. Comment concevoir alors les analyses ou les positions qui ont été prises à l'occasion des élections alors, compte tenu de ces lois? Mais l'histoire des 10%, oui. Si vous regardez bien, vous verrez qu'au Sénégal, on n'a pas parlé de 10%. Mais on a parlé de parrainage. Il y a d'autres pays où on n'a pas parlé de 10%, mais on a utilisé une autre chose. Qu'est-ce qu'on vise? Si un parti arrive à avoir 10%, c'est que ce parti
nécessairement à une envergure nationale. Vous voyez, le 10%, ça n'a pas été fixé au hasard. Le 10%, si vous arrivez à avoir le 10%, c'est que vous êtes sorti de votre fief et que vous avez été à la rencontre d'autres fiefs pour constituer un stock suffisant pour donner 10%. Vous voyez? Donc, le but visé, c'est ça. Les deux lois, c'est ça. Faire naître des partis d'envergure nationale. Et non des partis, je sais pas, régionaux, là. Ce que j'ai appelé en temps les partis uniques régionaux, du genre PSD, du genre PRD, vous voyez, et en se donnant des alliances qu'on défait. On a interdit aussi les alliances. Oui. C'est pas pour rien. On a vu ce que les alliances ont donné. Ça n'a rien donné de bon. On a obligé les partis à avoir une taille nationale. Si on a une taille nationale, on n'a plus besoin d'alliance, non. Et ce qui permet de déterminer que vous avez cette taille-là, c'est les 10%. C'est tout. Mais ça avait été expliqué ainsi, et pourtant on a entendu que c'était pour exclure certains. Ça, c'est la campagne électorale, ça c'est le contexte d'une compétition électorale. La réalité, il n'y a rien d'autre. Hein. Et tout le monde le savait vraiment. Tout le monde le savait. Ceux qui n'ont pas voulu aller aux élections, ils savent pourquoi ils n'ont pas voulu aller aux élections. Ils savent très bien. Ils savent très bien. Mon ami Azanaï, les élections législatives qui ont précédé celle-ci, c'était en 2015. Oui, en 2015. Mais il a été présenté sur la liste de l'UN. Oui, il était aux législatives. C'est ça qui a permis d'être élu. Vous voyez? Ça veut dire que sa base, c'est Cotonou. Et on lui dit, il faut maintenant avoir une envergure nationale. Comment il va faire? Comment il va faire? Moi, je le comprends. Il était acculé. Donc il s'est jeté dans l'opposition. Il a essayé d'influencer le FCBE, tout ça. Là. Bon. Maintenant que les choses sont calmées, là. Bon, déjà, bon, on revient à eux-mêmes pour réfléchir et voir qu'on veut éliminer personne. Voilà. Que les gens qui sont représentatifs, n'est-ce pas, prennent le pays en main. C'est tout. Que les gens qui sont représentatifs prennent le chemin en main, le pays en main, et animent la vie politique. C'est tout ce qu'on veut. Parce que lorsqu'on voit un peu, oui. Les lois nous permettent de réaliser cet objectif-là. C'est tout. Parce que lorsqu'on voit un peu à l'arrivée, finalement, tout ce que l'Assemblée a corrigé, c'est pas beaucoup de choses. Non, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à corriger. Mais le caractère contraignant là, c'est ce qui a permis de faire le saut de 200 à 20 ou de 200 à 10. Et si nous avons 50 à 10, c'est trop pour le Bénin. C'est trop. Donc si on n'a pas mis ces contraintes-là, les partis n'ont pas fait l'effort. Je sais. Moi, je crois que nous avons eu raison d'adopter ces lois contraignantes qui nous a permis de faire un bond qualitatif. J'ai dit la démocratie béninoise, je dois raconter l'histoire. Pour laisser les choses se calmer. Et on verra très bien qu'on ne veut éliminer personne. On veut que ceux qui sont compétitifs, ceux qui sont représentatifs émergent et animent la vie politique. C'est tout. Et on veut pas. Pourquoi on va éliminer les gens? Non. Personne qui a peur de Pierre ou de Paul. Non. Nous sommes sur le terrain, on se bat. Et on s'impose. C'est tout. Il n'y a pas de crainte à avoir. Mais justement, ça fait partie des acquis à préserver, si on vous suit bien. Et d'ailleurs, à l'occasion du dialogue, on a souhaité que la réforme soit encore renforcée en préservant justement déjà les côtés positifs. Mais qu'en est-il de l'avenir? Si effectivement on révisait ces lois-là et qu'on les relisait, ça obtenait l'assentiment de tous, est-ce qu'on peut se rassurer que nous aurons un paysage politique assaini et ceci de façon stable pour mettre fin effectivement aux maux qui minaient le paysage politique pour conduire à ces réformes? Vous savez, dans tous les pays du monde, il y a des irréductibles. On a beau avoir dialogué,
Certains disent que c'est en réalité, on n'a pas dialogué. Oui. Ça a été un monologue. Vous avez entendu ça, non? Oui. Bon, il ne faut pas s'émouvoir pour ça. Il faut laisser les gens s'exprimer et continuer à faire ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, on a fait un diagnostic au niveau du dialogue, on a fait des propositions, on a proposé des mesures on a même une loi d'amnistie. On va revenir à ça tout à l'heure. Oui. Donc, le dialogue a vu toutes les facettes de la situation. Il a fait des propositions dans tous les domaines. Il faut appliquer les résultats du dialogue. Et on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis sûr que ça va apaiser le pays. Il y aura quelques hérétiques qui vont continuer à s'agiter, mais ça fait l'affaire. Ils vont finir par se calmer aussi. Et quelle sera la nature du militantisme au sein des nouveaux partis politiques qui, désormais, ont une envergure plus nationale, d'ailleurs avec les 15 membres fondateurs par commune, les sièges qu'il faut avoir dans chaque département, les différents paramètres. Est-ce qu'on peut se rassurer que la cohabitation sera pérenne au sein des partis politiques, au sein? Par exemple, un Bruno Amoussou qui cohabite avec un Mathurin Nago ou encore avec un Lazare Saint-Huitor. Est-ce qu'on peut se dire que ça peut continuer longtemps? Mais Lazare Saint-Huitor avec Amoussou à Bruno, il y a longtemps. Donc, oui, au sein de l'Union de la Nation. Ton exemple n'est pas bon. Bon, avec d'autres cadres. D'autres cadres. Il y a beaucoup d'autres cadres. Ce qui est vrai, c'est que et le président Talon y a veillé. Moi, je le félicite pour ça. Parce que quand on faisait les réunions pour faire sortir les blocs là, si vous avez suivi pendant sa campagne, moi j'ai fait campagne avec lui, dans le zoo. Je veux 2 ou 3 blocs. C'est ce qu'il a dit. Je veux 2 ou 3 blocs. Et on a commencé à faire des réunions. Lui, il a commencé à s'élargir. Les gens qui sont venus nous voir, ils sont nombreux. Nous avons fédéré près de 300 particules, pas partis, particules, mouvements, associations. Tous ces gens-là, qui n'étaient pas avec nous au début, qui sont maintenant à l'UP avec nous, il faut apprendre à travailler avec eux. Il faut apprendre à les connaître. C'est ça, c'est pas facile. Je vous avoue, c'est pas facile. C'est pas facile. Si le parti réussira cela, il va survivre. Parce que c'est pour ça qu'il pose la question. Oui. C'est une épreuve pour les partis. C'est une épreuve pour les partis. C'est pourquoi, et vous avez suivi la démission du président Ziroué de l'Assemblée. Il a dit, je suis chargé de la formation au niveau de l'UP. Je pense que je serai plus utile au sein du parti qu'à l'Assemblée. Il a raison. Les partis qui sont, les nouveaux partis là, ils doivent mettre l'accent sur la formation. Il faut former des militants. Pas des gens qui viennent parce qu'ils espèrent être nommés à droite. Non, non. Il faut former des militants. C'est un travail primordial que chaque parti va faire pour assurer la cohésion interne des nouveaux partis. Parce que ces partis apparaissent au début comme ça, là, comme des habits d'arlequins. Oui. Des trucs disparates. Il faut, par la formation, amener ces gens-là à se connaître, à travailler ensemble, à militer ensemble et à former un tout cohérent. Il y a la question de l'idéologie aussi. Oui, l'idéologie, notre idéologie, on ne l'a pas dit dans nos documents, c'est l'idéologie social-démocrate. Oui. À l'UN. C'est ça que nous avons adopté. Eux, ils ont dit, nous sommes des libéraux. Bon. Il suffit qu'on soit d'accord sur un programme. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord sur le PAG. Oui, nous sommes d'accord sur le PAG. Ça nous permet d'avancer. Et ça nous permet de mettre en berne les différences idéologiques. Oui. C'est tout. Donc l'idéologie là, bon, elle est importante. Pour moi, l'éducation elle est importante pour moi.
Parce que c'est un... Moi, je suis pour... depuis toujours, j'ai été pour la justice sociale. C'est une valeur fondamentale. Vous avez vu les crises qui ont éclaté au Liban, en Argentine. Pourquoi? L'Argentine, là, les gens disent que c'est la société la plus inégalitaire. Le Liban, c'est la même chose. Une minorité qui s'attribue l'essentiel de la richesse nationale. Ça ne peut pas continuer. Les peuples se réveillent. Oui. Les Libanais continuent, ils sont encore dans la rue. Les Argentins, ils sont encore dans la rue. Oui, ils refusent. On peut continuer comme ça. Il faut un moyen de justice pour qu'une société marche. Sinon, ce n'est pas possible. Oui, donc, c'est en cela que l'idéologie, c'est pas rien, non, c'est important. C'est l'orientation. C'est une conviction. Ah, il faut amener les gens à être convaincus de ce qu'ils font. Pas les gens qui viennent là pour dire, bon, t'as le pouvoir, oui. Il faut aller dans... Non, c'est pas ça. C'est de moins en moins cela. Oui. Donc c'est important. C'est une expérience. Je souhaite que ça réussisse. C'est pourquoi j'ai dans l'article consacré à la crise, je ne sais pas si vous avez vu ça, j'ai souhaité que le président fasse un second mandat. Pour continuer. Il faut continuer le travail qu'il a commencé. Les réformes qui sont faites là, pour la création des partis, que ça s'enracine dans la durée. Si ça ne s'enracine pas dans la durée, on n'aura rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait, oui. Et parlant de réforme, il y a une loi fondamentale, vous avez commencé à l'évoquer tantôt, la loi sur le financement des partis politiques. Oui. Les formations politiques ou les partis politiques attendent beaucoup de cette loi-là. Oui. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale peut faire dans ce sens pour vraiment satisfaire tout le monde? Si vous pourriez... L'Assemblée nationale, oui. Ce que l'Assemblée va faire, c'est de faire en sorte que les partis qui ne sont pas représentés maintenant à la 8e législature puissent en bénéficier. D'accord. C'est ça qu'il faut faire. Parce que la preuve est faite dans tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, que les partis ne peuvent pas vivre des seules cotisations de leurs membres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je connais un peu le cas français parce que j'ai fait 10 ans de ma vie en France. Vous voyez, j'ai vu les scandales provoqués par les manœuvres, les acrobaties faites par les partis politiques, aussi bien communistes, socialistes que républicains, pour avoir des finances, pour alimenter la caisse et pouvoir conduire la campagne. Le président Sarkozy est poursuivi par les dernières élections là, les dernières élections présidentielles. Oui. Il y a eu le truc Big Malion. Oui. C'est ça. C'est ça. Dépassement. Dépassement du budget chaud là. Oui. C'est ça. C'est pas ici seul qu'il y a ces problèmes-là. Bon. Mon jeune frère là, je parle de Lionel Sissou. Oui. C'est le fils de mon ami René Sissou. René c'est un doyen, mais c'est mon ami. On a dit qu'il a eu un dépassement. Oui. À un moment donné, nous avons su effectivement qu'il a fait près de 15 milliards. C'est pas ça qu'il y a dans les textes. 15 milliards par rapport à ce qu'il y a dans les textes, c'est trop. Bon, il y a eu un truc là, les gens ont crié. Pourquoi ils ont crié? Il faut se conformer au texte. Personne ne vous embêtera. Non. On en veut. On va croire qu'on en veut spécialement à quelqu'un parce que... Non. Il faut se conformer au texte. Il faut respecter les textes. Si vous ne respectez pas les textes, on va vous appliquer les textes. C'est tout. Vous voyez? Donc, pourquoi on n'accuse pas Talon de faire une discrimination et de distribuer l'argent public aux partis qui le soutiennent? On est obligé de tendre le bénéfice du financement à tous les partis qui se conforment aux deux textes-là. Je soutiens ça. Ce qu'on demande à l'Assemblée, c'est ça. Modifier la loi
pour que tous les partis qui ne sont pas encore représentés puissent bénéficier de cela. C'est tout. Pour permettre aux partis politiques de pouvoir vivre. Vivre et se développer normalement. Ils ont besoin de ça. Oui. Qu'ils soient à l'Assemblée ou qu'ils ne soient pas à l'Assemblée, tous les partis politiques ont besoin d'un financement comme ça. En quoi cela participe aussi à la lutte contre la dépendance au sein des partis politiques? Ce financement public permet à l'effacement des égaux. C'est-à-dire que oui. Si le PRD bénéficie d'un financement public, il ne demandera plus du seul Mbouéji pour financer ses activités. Est-ce que vous voyez? Si l'UP bénéficie d'un financement public, elle ne dépendra plus de ces grands dirigeants-là pour financer ses activités, c'est ça. Il faut rendre les partis indépendants de leurs dirigeants charismatiques. C'est ça. Vous voyez, ça permet un fonctionnement démocratique au sein des partis. Si le financement n'est plus attendu d'un seul individu, qui, lorsqu'il finançait, dictait ses lois, si le financement ne dépend plus de lui, c'est fini. Il ne peut plus dicter ses lois. Du coup, le fonctionnement du parti devient plus démocratique. C'est ça l'avantage. Le deuxième avantage du financement public, c'est ça. Hein? L'effacement des égaux. Hein? Les gens ont les moyens de financer des activités et ils se livrent à cela de façon sans faire de gymnastique, sans faire d'acrobatie, etc. Voilà. Ça va changer un peu la donne au niveau de l'animation de la vie politique. Les militants se sentiront un peu plus au contact. Tout à fait. Les militants ne seront plus dépendants de leurs leaders pour le financement des activités. C'est ça. En réalité, le mieux visé, c'est ça. Il faut rendre les militants indépendants et sûrs d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'il peut y avoir de garantie qu'il y aura de justice à ce niveau-là? La question du financement. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir de justice dans l'attribution des montants? C'est-à-dire qu'il faut voir les textes. Le texte est précis. Hein. Je ne l'ai pas en tête, oui. Mais il faut voir les textes. Ce qui est prévu est précis. Et comme ça va à l'Assemblée, oui. Et qu'on va étendre ça à tout le monde, oui. on sera encore plus précis dans les critères d'attribution. Vous voyez? Donc, je fais confiance aux députés pour nous sortir quelque chose de potable, d'équitable. Et d'équitable, oui. Parce que c'est une grosse question. Mais Jean-Roger Oyo, oui. À l'occasion où, pendant la mandature de Boni Yayi, il y a eu une volonté de pouvoir accompagner les acteurs culturels. Je vais faire un parallélisme. Hein. Culturel. Oui, les acteurs culturels. Où on a institué le milliard culturel après le trimilliard culturel en instituant le fonds d'aide à la culture, qui a été très mal géré par les artistes. Après, à l'arrivée du régime actuel, on a d'abord arrêté un peu le fonctionnement à ce niveau pour pouvoir assainir le milieu. Quelle garantie a-t-on de ce que les fonds qui seront envoyés aux partis politiques seront très bien gérés et qu'on n'entendra pas des affaires de corruption au sein des partis politiques, ainsi de suite? Vous savez, c'est pas parce qu'il y a une loi qui va répartir les fonds que vous avez la garantie que tout se passera normalement. Il s'agit d'être vigilant et de veiller à la stricte application des lois. Surtout s'il s'agit d'argent. Oui. Il faut être vigilant. L'argent est le nerf de la guerre. Ah, mais il faut être vigilant. Et je fais confiance au parti pour se surveiller. Oui. Si un parti gagne plus qu'un autre et qu'on constate que au niveau de ces dirigeants, ils seront dénoncés. Ils seront dénoncés. Donc, il faut surveiller les partis. D'ailleurs, il y a des dispositions qui sont prévues pour qu'ils rendent compte. Il y a des dispositions qui sont prévues pour qu'ils rendent compte. Oui. Et il y a des dispositions qui sont prévues pour qu'il y ait un fonctionnement démocratique au sein des partis. Et ce qui m'a étonné, c'est que le président Talon est exigeant sur ce point-là. Le fonctionnement démocratique interne des partis. Il met l'accent dessus. Je vous disais que lorsque nous faisons des réunions pour construire les blocs là, à un moment donné, on s'est retrouvé avec trois blocs.
on a vu 3 blocs se dessiner. Un bloc autour de l'UN, un bloc autour du PRD, Oui. un bloc autour de la dynamique unitaire Oui. du Nord. On a dit, oh là là, chers amis, nous faisons fausse route. On ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes en train de recréer le schéma PRD. C'est l'UN, ça. Non, PRD, c'est le PRD actuel. Oui, le PRD actuel. UN, ça correspond à l'UDD. Et dynamique unitaire, c'est RDD. Oui. Vous êtes en train de reconstruire le trio infernal. Le monstre à 3 têtes. Ça risque de revenir. Oui. C'est moi qui ai ajouté ces commentaires là. Oui, évidemment. Talon a dit non. Nous devons revoir nos copies. Et c'est là que les 2 blocs sont apparus. Ces 2 blocs sont apparus. Donc des gens qui sont dans les unitaires, certains sont allés vers l'UN, d'autres qui devaient aller au PRD. Le PRD a voulu faire cavaler seul. Oui. Bon, on n'a pas inquiété pour ça. D'autres, avec d'autres composantes, ont fait le bloc. Ils ont fait le bloc républicain. Et 2 blocs. Voilà comment les choses sont passées. Il y a l'intervention de Talon à un moment décisif pour dire non, ne recréons pas les 3 partis traditionnels. 2, ça suffit. Là, pour siffler la fin de la récréation. Je félicite le parti pour le président Talon qui d'avoir suivi avec vigilance la constitution de nos blocs. Et je le félicite aussi pour avoir insisté et d'insister sur le fonctionnement démocratique interne des partis. Oui, il faut que la guerre des égaux, là, il faut qu'on finisse avec ça. Et que les partis fonctionnent de façon démocratique pour que vraiment il y ait une bonne animation de la politique dans notre pays. Est-ce que vous rassurez tout le monde avec ce développement que Patrice Talon n'est pas le propriétaire des 2 partis politiques, Union progressiste et Bloc républicain? Vous rassurez tout le monde? Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Il a beau ça aussi, vous l'entendez, hein? Vous l'entendez? Non, il a beau inspirer la création, il a beau contribuer à la création de ces 2 blocs-là, il ne peut pas être propriétaire. C'est impossible. Impossible. Et ce qui est prévu, oui. Et il le sait, et c'est un mérite, c'est un de ses mérites, il sait qu'à terme, ce qu'il a initié, ça a conduit à son départ. Si, avec le fonctionnement public, les partis se développent, se consolident, ils n'ont plus besoin de talent. C'est ça le but visé. Il le sait, c'est ça. Le travail a commencé, et il le sait, ça aboutit à cela. Des partis forts, d'origine nationale, fonctionnant démocratiquement et financièrement. Plus ou moins autonome. Autonome. Pas plus ou moins, autonome. Autonome. Quand ça va d'ici 10 ans, ça va se réaliser, et Talon peut aller se reposer. L'un des partis va prendre le pays en main et le diriger. C'est ma conviction profonde. Ouais. C'est ça. Jean-Roger Aoyo. Oui. Il y a aussi une proposition de loi modificative et complétive de la loi portant statut de l'opposition. Une loi qui existe déjà mais qui s'est avérée obsolète au vu des réalités actuelles. L'Assemblée nationale a décidé de pouvoir, on va dire, satisfaire à la volonté des acteurs politiques qui ont participé au dialogue d'actualiser cette loi. Alors, quelle loi faut-il aujourd'hui pour quelle opposition béninoise? Vous savez, dans notre pays, qui est opposant aujourd'hui? Dites-nous. C'est ça la difficulté. C'est pas obéir seul. C'est pas obéir seul. Si on regarde bien le pays actuel du Bénin, UP, mouvance, Bloc républicain, mouvance, UDBN, mouvance, PRD, mouvance. Moël Bénin. Moël Bénin, mouvance. Il reste quoi? Il reste DUD. Oui. De Houdé. Houdé, oui.
Kouré dit, j'écoute encore mon ancien élève Léon Biobigou, il dit, professeur, notre position est très simple. Si on fait bien, nous allons dire, nous sommes d'accord. Si on va bien, nous allons dire, nous sommes contre. On va dire le DUD, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Voilà. DUD, oui. On va dire le DUD là, c'est, disons, opposition. Disons, opposition constructive. D'accord. FCBE. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? FCBE, c'est non plus tout le FCBE. Une partie est dans l'opposition. Disons, pour simplifier. Oui. Pour simplifier. On ne sait pas comment ça va évoluer. Parce que ceux qui ont eu le courage d'aller au dialogue, ils ont eu des résultats. Ils ont eu des résultats. Vous avez exprimé des choses qui se sont concrétisées à travers des recommandations. La loi d'amnistie, c'est eux, non? Quand on a appliqué la loi d'amnistie, qui va sortir des prisons? Ce sont les membres de ceux qu'on a induits en erreur. Vous voyez, ils ont eu des résultats. Ils peuvent s'en chaud là. Et s'ils jouent bien le jeu, ils vont se retrouver. Vous voyez? S'ils se retrouvent... Comme principale force de l'opposition, c'est ça? Ça risque d'être là. Comme principal. Sauf que, bon, le bloc autour de Kouré Valentin n'est pas petit non plus. Oui. Vous voyez? Donc... Et vous n'ignorez pas FCDB de Toleba, Soumano Toleba aussi. Bon, il se réclame de l'opposition. Non. Il faut qu'il se consolide. Mouel Bénin, il faut qu'il se consolide. Vous voyez? Donc ces partis-là sont jeunes et vont se consolider. On voit à la télévision, Mouel Bénin, bon. Il faut que ces partis-là se consolident. Il y a la RB. Oui. Que reste-t-il de la RB aujourd'hui? Entre nous. À un moment donné, si vous avez suivi, il y a eu la dissidence de ces Iroquois avec ceux qui l'ont suivi. Vous voyez? Cette dissidence-là a vidé la RB de ses cadres les plus compétents, les plus aguerris sur le terrain. Ceux qui sont retrouvés de ce groupe, ils étaient plus nombreux. Ce groupe père et fils, ce groupe père, mère et fils. Et quelques fidèles, plus ou moins parents, c'est tout. Vous voyez? Mieux, cette fraction de la RB, Didier Bazilopoué, a disparu dans l'UP. Mieux, la RB de Léadi, oui. disons comme ça pour simplifier, était au tribunal avec la RB des Iroquois. Le tribunal a tranché. Les Iroquois qui a gagné. Donc, la RB de Léadi, de toute façon, avec les nouvelles lois, A disparu. A disparu aussi. La RB, en réalité, sur le terrain, comme juridiquement, n'existe plus. C'est triste à dire, mais c'est comme ça qu'on peut faire. Hein? C'est comme ça qu'on peut faire. Hein? Donc, l'opposition, c'est une opposition qui se maintient, et je le souhaite, parce qu'il n'y a pas une bonne démocratie, doit avoir une opposition. Pas une opposition timide, pas une opposition qui rase les murs, une opposition ferme. C'est ça que veut créer la loi. Sur le statut de l'opposition. C'est ça. Moi, je pense qu'ils vont trouver une loi, une bonne loi, pour structurer l'opposition dans notre pays. Mais une opposition aussi responsable. Ça dépend de chacun. Et de la manière dont chacun voit son rôle dans le pays. Il y aura toujours des gens plus ou moins écervelés qui feront ce qu'ils voudront. Ça dépend. Dans le champ politique, il y a toutes sortes d'oiseaux. Vous voyez? Donc, si l'opposition est responsable, tant mieux pour nous. Si elle n'est pas responsable, il faut la combattre. C'est tout. Moi, je n'ai pas peur de... Je n'ai pas de personne. Mais oui, mais si on vote la loi là, et qu'on a peut-être un chef de file de l'opposition, où la loi parle d'un chef de file de l'opposition... On dira dans quelles conditions un chef de file s'impose. Oui. La loi doit prévoir tout ça. Et conférer aussi des avantages à ce dernier. Bien sûr, bien sûr. Dans la loi où le truc
le schéma de choses de l'opposition qui a circulé là prévoyait pour le chef de l'opposition qui doit être reçu par qui doit être consulté régulièrement par le chef de l'État, oui, qui doit avoir des avantages matériels, vous voyez, il peut avoir un véhicule de fonction, des bureaux, etc. Un peu. Ça dépend de ce qu'on va mettre dans la loi portant statut de l'opposition. Et ça devra aussi amener les partis politiques à se déclarer comme tels, pour dire nous on est de l'opposition. C'est cela. Parce qu'on a du mal à entendre ça. Les partis qui sont de l'opposition doivent se déclarer de l'opposition, et parmi ces partis-là, le parti qui aura le plus grand nombre de députés sera celui qui sera chef de l'opposition. Tu vois, en gros, c'est le schéma qui va s'affirmer. C'est ça. Mais étant donné que nous sommes dans un contexte où le numérique évolue à grande vitesse, avec les réseaux sociaux qui ont pris une ampleur considérable aujourd'hui, où vous voyez parfois des gens qui vitriolent des personnalités ou des hommes politiques sur les réseaux sociaux, que faudra-t-il faire? C'est vrai qu'il y a un code du numérique, évidemment, mais que faudra-t-il faire pour que, évidemment, si on avait voté la loi portant statut de l'opposition, que nous n'ayons pas peut-être des militants ou des gens qui, dans le besoin de critiquer une action d'un exécutif, aillent sur les réseaux sociaux pour écrire tout et dans tous les sens? Que faut-il faire dans ce sens? La loi du numérique, je ne sais pas le code du numérique, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu. Mais, pour en connaître un peu les contours. Oui, le code du numérique doit prévoir les dispositions à prendre pour corriger ces dérives-là. Les réseaux sociaux, là, la majeure partie des choses là c'est intox. Vous savez ce qu'on appelle intox? Ce sont les fausses nouvelles. Hein, les fake news. Les réseaux sociaux, en majorité, c'est ça. Donc, dans tous les pays du monde, on cherche les discussions à prendre pour corriger ces dérives-là. Ouais. Donc, je sais aussi notre code du numérique qui existe a prévu c'est pour corriger. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Je me souviens que quand j'étais au ministère de l'Intérieur avec le colonel Guézogé, il est mort maintenant, personne n'a. À un moment donné, j'étais avec mon adjoint, c'était il est inspecteur maintenant, en tout cas c'était un haut grade de la police, Badé Pierre, avec qui j'ai eu une très bonne collaboration. Je ne sais pas s'il va me suivre sur cette émission, mais s'il me suit, je le salue. Et je le remercie pour sa coopération. Nous avons très bien coopéré. Il est arrivé un cas. Et nous nous sommes retrouvés devant un vide juridique. Et nous avons dit, on va aller voir le ministre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministre a dit, s'il n'y a pas de texte, il faut en créer un. Je vous dis la même chose aujourd'hui. Si le code de l'Union ne prévoit pas les dispositions pour cela, il faut prévoir ces dispositions et revoir le code du numérique. Les dispositions pour corriger les dérives, il faut prévoir ça pour les appliquer. Parce que Vincent Guézogé ajoute, il vaut mieux appliquer un test que de prendre une disposition à l'emporte-pièce. Si vous prenez une disposition sans texte, il y a des chances que ce ne soit pas une disposition juste. Il faut prendre une disposition qui soit conforme à un texte. Je crois que ce truc-là est valable encore aujourd'hui. Si dans le code, on n'a pas prévu les dispositions pour corriger les fake news, il faut les introduire. Il faut les introduire pour surveiller les fausses nouvelles dans les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de...
Autrement. Il n'y a pas à faire autrement. D'accord. Alors, Jean-Roger Aouyo, on a parlé de la notion d'équité dans la représentativité à l'Assemblée nationale. Sur le plan du genre, on a entendu les acteurs politiques suggérer une plus forte participation des femmes. Êtes-vous féministe, Jean-Roger Aouyo? Non, je ne suis pas particulièrement féministe. D'accord. Mais quel est votre avis sur la question? Je suis en principe favorable à cela. D'accord. À une meilleure représentation des femmes. Mais je ne suis pas pour qu'on fasse du remplissage. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, on nomme quelqu'un parce qu'elle est femme, non. Il faut nommer la femme parce qu'elle est compétente. Il faut donner une responsabilité à la femme parce qu'elle est compétente, elle est capable d'assumer. Vous voyez, les deux choses doivent être... doivent aller de pair. Doivent aller de pair. Chercher le genre et chercher la compétence. C'est ce qui me paraît souhaitable. Et il ne faut pas... Donc, parce qu'une femme, voilà. Non, moi je ne ferai pas ça. Mais quelle en est la faisabilité alors? Comment peut-on avoir ces deux-là à la fois? Il faut chercher. Il faut chercher. Moi, je vois nos sœurs, nos épouses, il y a beaucoup de compétences. Évidemment, elles n'ont pas le même degré de militantisme que les hommes. Mais il faut les chercher. Il faut les chercher. Moi, je suis pour que les femmes soient mieux représentées. Non seulement elles soient, mais qu'elles soient bien représentées. Mieux et bien. Les deux doivent aller de pair. Ouais. On a reçu le dimanche dernier l'honorable Marcelin Khonokon, qui est président du groupe parlementaire de l'Union progressiste à l'Assemblée, et qui suggérait à ce niveau-là qu'on puisse peut-être contraindre les partis politiques, c'était son avis personnel, à positionner peut-être en deuxième position de chaque liste, par exemple aux législatives, des femmes. Vous adhérez à ça? Oui. C'est-à-dire au niveau du positionnement sur les listes, il faut penser à cela. Il faut penser à cela. C'est ce que font les partis dans le monde entier. Il faut mettre les femmes en position éligible. Je suis d'accord avec Khonokon pour ça. Il faut penser, positionner les femmes en position éligible. C'est la meilleure manière d'en avoir beaucoup à l'Assemblée. Et ce sera aux partis politiques de chercher la qualité après, la qualité à positionner. Non, ce sera aux partis politiques de trouver les bons numéros à positionner. C'est ça que le parti politique doit faire. Il doit chercher les femmes compétentes, il y en a. Il y en a. Oui. Il faut les positionner en position éligible. Ça ne nous donne pas l'air de les infantiliser? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous les positionnez, qu'elles sont élues, vous allez voir, elles vont s'épanouir et commencer à jouer leur rôle. C'est tout. Et avec ça, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de l'animation de l'Assemblée nationale si on avait plus de femmes? Si vous voyez un peu comment notre Parlement fonctionne depuis des années, vous vous dites, bon, si on avait plus de femmes, quelque chose changerait? Ça serait plus épicé ou plus coloré? Je crois que elles vont apporter c'est sûr. C'est sûr. S'il n'y a plus de femmes, ce ne sera pas la même chose. S'il n'y a plus de femmes, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Oui. Moi, je fais confiance aux femmes, pas de façon béate. Oui. Hein? Parce qu'on est féministe, il faut. Non, je fais confiance aux femmes. Si vous découvrez la femme compétente, elle est vraiment compétente. Moi, ça me donne l'occasion de penser à elle. J'ai ma soeur. Elle vient de mourir. Elle s'appelle Célestine Sodouba, épouse Wéoubé. Elle est morte il y a une semaine à peu près. Elle a souffert de leucémie. Voilà une femme compétente. Elle était militante aussi. Elle avait les deux qualités, le militantisme et la compétence. Elle a été directrice du budget sous la Révolution. Mais je dis à tous ceux qui veulent m'entendre que c'est cette femme-là, avec mon frère Jean Latounou, qui était lui directeur du Trésor pendant la Révolution, c'est les deux là qui ont sauvé les finances de Kérékou. Oui, le comité central a décidé, le bébé a décidé, non.
formés, compétents. Tous les deux sont militants et compétents. Il dit, attention, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Non. Vous voyez, voilà un bon exemple de femme qui milite et qui est compétente. C'est Ouéoué. Je salue sa mémoire et je lui souhaite que la terre de là où elle sera enterrée, j'espère qu'on va la ramener, elle est morte en France. D'accord. On va la ramener ici, qu'elle sera enterrée, ou bien avec son mari à Porto-Novo, ou bien dans son village à Abomey. D'accord. On dit alors paix à son âme. Paix à son âme. Et c'est dire ainsi qu'il y a beaucoup de femmes qu'on peut promouvoir. Comment promouvoir? Il y en a. Il y en a. Il y en a. Pourquoi pas avoir une femme présidente de l'Assemblée nationale? Pourquoi pas? On peut en avoir ça. Vous avez vu au Congo, non? Congo démocratique, là. C'est une femme. C'est une femme. Elle s'en sort plutôt bien. Au Rwanda, c'est une femme. Vous voyez? Non, il y en a, il y a des femmes. Il faut les trouver. Il faut les trouver. Si on réussit à concrétiser cela, on aurait déjà réalisé l'un des points qui faisait objet de révision constitutionnelle à l'occasion de la deuxième tentative récemment, un projet proposé par certains députés de la 7e législature, où on suggérait qu'on puisse permettre aux femmes de plus se représenter. Si cette fois, déjà à l'Assemblée nationale, c'est fait, c'est qu'on a déjà commencé à satisfaire ce critère. Absolument. Non. Je suis pour la présence accrue des femmes à l'Assemblée. Mais il faut veiller à ce qu'elle soit compétente. À ce qu'elle soit compétente. Il ne faut pas nommer une femme parce que c'est une femme. Ça ne donne à rien. Et en parlant notamment d'équité, on a aussi parlé de l'ajustement de la représentativité, les nombres de députés ou de sièges que chaque circonscription devra envoyer à l'Assemblée nationale, étant donné que, parce qu'à l'occasion du dialogue, déjà au Palais des Congrès, on avait pris l'exemple de la 6e circonscription, avec Calavi, où il y a une forte pression démographique, comparativement à d'autres localités où il y en a moins. Faudrait-il alors augmenter le nombre de sièges à l'Assemblée? Bien sûr. Voilà les points qui ont fait l'objet d'une révision de la Constitution. Oui. Au début, on avait 63 députés. Oui. Actuellement, nous avons 82, non? 83. Bon. Et on est passé de 63 à 83. Pourquoi? À cause de la pression démographique. Il faut, à ce niveau-là, une représentation équitable des populations. Dans toute chose, il faut l'équité. Dans tout chose, il faut l'équité. Pour éviter les querelles inutiles, les bagarres. Non, il faut l'équité. Vous savez que Calavi est plus peuplé aujourd'hui que Cotonou. Vous savez? C'est un fait, ça. Bon, oui. Et que dans la réalité, tel que les choses se profilent là, Calavi risque de devenir la capitale. Oui. Oui. Il faut tenir compte de cela pour que la 6e, c'est la 6e ou la 5e? La 6e. La 6e soit bien représentée. Vous voyez? Il faut l'équité. Il faut l'équité. Si vous auriez proposé, si vous devriez proposer, vous auriez proposé combien par exemple? Combien de sièges? 99? Non, il ne faut pas, ces choses-là, il faut pas avancer les chiffres à la légère. Sans avoir fait de calcul. Non, c'est pas il faut avoir les chiffres de base. D'accord. Le dernier recensement du PIG, le recensement général de la population et de l'habitat, enfin bref, ça donne quoi? Chaque département, on connaît la population. À base de ça, vous avez la population de chaque circonscription électorale. Vous faites une règle de 3. 83 députés pour l'ensemble des choses là. Bon, pour la population de Calavi de temps, ça donne quoi? C'est tout. C'est ça. Il faut partir de chiffres précis. Et les chiffres précis sont contenus dans les résultats de recensement. De recensement. C'est ça. C'est tout. Bon, parlons maintenant des mesures d'apaisement. Le dialogue politique en a formulé plusieurs, 18 mesures d'apaisement. Et à l'occasion de la rencontre entre le président de la République, Patrice Talon, et la conférence des présidents, c'était le jeudi 17 octobre, voilà, il a été décidé une loi d'amnistie. Et à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire, le président Louis Vlavonou l'a dit clairement, ça sera étudié. Alors, cette loi d'amnistie,
quelle en est la valeur aujourd'hui dans la décrispation de la tension sociopolitique au Bénin? Je veux dire ce à quoi tout le monde pense. Le président Yahi. Il est actuellement poursuivi. Alors, il a été ancien président de la République. Oui. Vous voyez, il est le chef d'un parti, disons, le chef du parti de l'opposition. Oui. Si on veut avoir la paix, il faut tenir compte de ces éléments-là. Le rôle qu'il a joué pendant les troubles-là, c'est un rôle négatif. Je n'ai pas hésité à le dénoncer avec le président Soglo. Vous étiez venu sur ce plateau le faire d'ailleurs. Vous vous souvenez, c'est des fauteurs de troubles. C'est ce qu'ils ont été. Mais si on veut la paix, c'est talent qui doit faire qui prend la première mesure. On efface ça. Si on efface ce qui recommence, ça va changer. Vous voyez? Donc, l'amnistie là, je suis pour ça. Pas seulement Yahi, lui, c'est un cas emblématique. Mais les gens qui étaient venus, il y en a les gens, les fameux chasseurs sortis d'Abrousse pour tirer sur la brousse, tout ça. Les gens qu'on a mis dans la rue, les premiers et deux mai, pour aller saccager la maison d'automobile LBM, et qui sont dirigés vers la maison d'Amoussou Bruno, qui a été arrêté à temps. Ces gens-là, qu'on a mis en prison, il faut les libérer. Dans quelle mesure ils sont responsables vraiment? Puisqu'on a vu, et d'ailleurs le ministre de la Santé a dit que parmi eux, il y avait beaucoup de drogués. Vous voyez? Donc, mais, nous connaissons, nous savons comment on agit en politique, comment on pousse les gens à agir, comment on achète. On sait ça. Donc, c'est pas... Ça existe. Ça existe. Pas seulement au Bénin, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, ce sont des procédés misérables que tout le monde utilise. Vous voyez, on donne un peu d'argent à des misérables et ils vont faire ce qu'ils n'auraient jamais fait d'eux-mêmes. Des gens comme ça, on les amnistie, on sort de prison et on recommence. Vous voyez, moi je suis pour l'amnistie. Je suis pour l'amnistie. Une loi d'amnistie qui soit bien étudiée, qui soit largement appliquée pour apaiser les tensions. Je suis pour. Ceux qui se qualifient de la résistance, je vais parler peut-être de Nicéphore Dieudonné Soglo et de Candide Azanaï, ou même encore des partisans de l'USL, le parti de Sébastien Diavon, qui n'est pas conforme au texte actuellement, estiment que l'Assemblée nationale n'est pas légitime pour faire une telle loi. Ils estiment même qu'ils ne veulent pas de loi d'amnistie. Qu'en pensez-vous? C'est leur problème. Ben, ça ne m'émeut pas. De toute façon, heureusement pour eux, heureusement pour eux, non. Ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas concernés d'ailleurs par la loi d'amnistie. Maintenant, M. Adjavon, lui, il a un problème avec la justice. Oui. Je crois qu'au niveau du dialogue, là, on a fait les deux cas. Il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction. Moi, j'ai dit, ceux qui ont cassé les trucs à Cotonou, les premiers jours là, qui va payer? Il faut amnistier, mais qui va payer? Il faut chercher les responsables pour payer. Hein? Il faut chercher les responsables. Et Adjavon, il a un problème avec la justice de son pays. Il n'est pas d'accord. Il considère qu'on le poursuit parce que c'est politiquement. Oui. Et c'est par exemple dit c'est un truc politique. Oui, que c'est un exilé politique. C'est politique. Tchélanté aussi. Il a un problème avec la justice. Exilé politique. Léadi, il a un truc avec la justice. Le père de Léadi, mon ancien patron là, Nicéphore, dès que vous avez dit la bouche, c'est pour dire il faut que les exilés reviennent. Il pense que c'est normal, c'est son fils. Il sait que c'est ce fils-là qui a sa préférence. Il me l'a dit. Ah bon? Bien sûr. Ah bon? Je sais. Ça lui tient à cœur. C'est son fils, c'est le fils qu'il préfère. Il me l'a dit. Bon. Donc je le comprends. Je le comprends.
Mais si son fils ne craint pas la justice, il n'a qu'à venir. S'il n'a rien fait, il passe devant le truc. C'est tout. Parce que là, vous faites une séparation nette. Djavon a été condamné sur le plan national. Il est allé voir le truc de... La Cour africaine des droits de l'homme. De show, là, comment on appelle cette institution-là? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Des peuples. Ce que la Cour africaine décide là, ça ne s'applique pas automatiquement au pays. Karim Wade au Sénégal, vous avez vu? La Cour africaine a décidé. Ça ne s'est pas appliqué. La Cour, le président de la Cour a d'ailleurs fait une interview récemment dans je ne sais plus quel journal pour dire ça dépend de chaque pays. Il y a des pays qui obéissent, il y a des pays qui n'en tiennent pas compte. Il y a des pays qui n'en tiennent pas compte. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Donc, s'il veut, il peut toujours continuer à surfer sur ça pour dire je suis exilé politique, on ne veut pas de moi. Non. Est-ce que moi, je regarde la carte politique du Bénin. Est-ce qu'on peut avoir peur de Adjamon et de l'USL? Qui va avoir peur de ce parti-là? Vous n'en avez pas peur, vous, en tant qu'homme politique? Je ne vois pas du tout. L'Union progressiste ne craint pas... Pourquoi? Il suffit d'avoir de l'argent pour jouer là, non? Non. Donc en réalité, il faut séparer les gens qui ont des problèmes avec la justice avant les élections de ceux qui sont reconnus peut-être ou non dans les faits des violences électorales. Mais absolument. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et la loi d'amnistie ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Il faut distinguer. Il faut distinguer. Ceux qui ont des problèmes avec la justice, c'est différent. On veut. J'ai vu un journaliste là sur le RTB. Ils interrogeaient le porte-parole du gouvernement, Oron là. Oui. Il revenait sur la question. Oron lui dit non, c'est pas tout le monde. Oron là qui est très clair, a été très clair. Il dit non, l'amnistie là, c'est pas pour ceux qui ont des problèmes avec la justice, non. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Non. Personne, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de choses là de Djavon. Hein, au point de... S'il... bon. Son parti. Oui. J'ai dit dans mon article, donc je vais vous donner une copie tout à l'heure. D'accord. Dans mon parti. Il y a des cadres là-bas qui peuvent être utiles à la nation pour les prochaines élections municipales, locales. Mais ces cadres-là, la situation de leur parti fait qu'ils sont bloqués. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux. Ils sont obligés de tenir compte de la situation de leur leader. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, personnellement, je ne vois pas ce que l'USL là, un parti comme l'USL peut faire craindre à un parti comme UP. Non, pas du tout. Pas du tout. On se bat loyalement et on va l'emporter. Il n'y a aucun doute. On va l'emporter. Donc, le point n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a un problème de justice. On n'est pas d'accord pour dire que c'est un problème de justice et uniquement un problème de justice. C'est dommage. Parce que sur le plan personnel, je connais le président Djavon et je peux dire que j'ai de bons rapports avec lui. Mais ça en politique. Ça en politique. Oui. Donc, alors, le motif qui a conduit le chef de l'État à convoquer le dialogue politique, est-ce que si on arrivait à effectivement mettre en application les différentes recommandations, si la 8e législature faisait cela vraiment, est-ce que le chef de l'État atteindrait vraiment son objectif? Pour l'essentiel, oui. Pour l'essentiel, oui. Comme je vous l'ai dit dès le départ, il y a toujours des irréductibles. Là, il saura que il y a un dernier cas d'irréductible et il va concentrer son attention sur eux.
pour les combattre avec efficacité et méthode. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur des gens, non. Le combat politique, c'est le combat politique. Vous ne voulez pas vous conformer aux lois que vous avez votées et vous faites de la résistance. Quelle résistance? Non. On combat politiquement. Et loyalement. Et loyalement. C'est tout. Donc en réalité, quelque chose va changer avec... C'est sûr que ça va changer. C'est sûr que ça va changer. Le climat va se détendre. Il y aura une décrispation, comme on dit. Mais est-ce que ceux-là qui se qualifient de la résistance changeront peut-être de position? Non. Vous ne vous attendez pas vraiment... Ils ne peuvent pas changer. Ils vont résister. Nous les combattrons. C'est aussi clair que ça. Nous les combattrons. Mais, loyalement. Loyalement. C'est tout. Il n'y a pas à avoir peur de... Qui on va avoir peur? Non. Non. Donc, on peut se rassurer qu'il y a encore de bonnes choses à voir sur le plan politique. Mais tout est à voir. L'avenir est là. L'avenir est garanti. Nous irons de l'avant. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère avec tout ce que nous vivons actuellement? Vous pensez que nous sommes dans une transition vers une nouvelle ère? Au plan politique, nouvelle ère par rapport à l'ère du truc intégral. Le multipartisme intégral. Oui, oui. C'est une nouvelle ère qui commence. Et mon vœu le plus cher, c'est que cette nouvelle-là s'affirme et se consolide. Et que des partis d'envergure nationale se créent, fonctionnent démocratiquement, de façon autonome. C'est ça seul qui peut sauver notre pays. Hein. C'est ça seul qui peut sauver notre pays. Le reste, c'est des histoires. Alors, Jean-Roger Aoyo, oui. Nous allons clôturer cette émission. Nous avons encore 1 minute et 30 secondes pour le faire. Quel appel avez-vous à lancer à l'ensemble de la classe politique qui vous a certainement suivi ce dimanche sur nos antennes, sur les antennes de OCFM et de Urban FM? Les députés de la 8e législature, vous nous avez rassuré dans cette émission qu'ils vont jouer leur partition et pleinement parce que justement vous les connaissez et vous l'avez dit une fois encore. Qu'avez-vous à dire à tous les acteurs politiques qui vous regardent ou qui vous entendent? Mon vœu le plus cher, c'est que, effectivement, après le dialogue politique, il y a une décrispation. Effectivement, que le calme revienne et que nous nous attelions à l'essentiel, c'est-à-dire les tâches de développement. Si nous avons cela en vue, je demande à mes amis de l'UP, à mes amis du bord républicain, à mes amis du PRD, j'ai des amis aussi du PRD. Oui. Les gens disent, mais on me dit, c'est ton ami. Oui, c'est mon ami. Même si politiquement on n'est pas d'accord, c'est mon ami. Et c'est un secret politique que votre fils aussi est là-bas. Il y a un fils qui est là-bas, parfait là-bas. Oui, voilà. Oui. On l'a reçu ici il y a 2 dimanches. Bien sûr, bien sûr. Donc, à tous les amis, je m'adresse aux députés qui sont de la 8e, prenez vos responsabilités et aient le courage d'aller dans le sens d'une décrispation. Soyez courageux. Et ne vous limitez pas à la défense de vos intérêts personnels ou à l'intérêt général. Qu'est-ce qui est bon? Les institutions générales, la meilleure formule, c'est quand? C'est 21, c'est 25. Enfin, ayez le courage de prendre les bonnes décisions. C'est ce que je vais dire à mes amis députés de la 8e législature. Voilà. Et voilà. Donc, en tout cas, je suis confiant. Merci. Merci infiniment à vous, Jean-Roger Aoyo. Vous êtes ancien ministre en République du Bénin. Vous avez passé en revue l'actualité politique nationale avec nous sur ce plateau en ce dimanche. Vous êtes actuellement membre fondateur du parti L'Union Progressiste, oui. Un parti représenté à l'Assemblée nationale, absolument. On l'a dit, et vous l'avez d'ailleurs redit au cours de cette émission. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Ça fait la seconde fois que je viens avec vous. Voilà. J'espère que j'aurai encore l'occasion de sortir de mon... de votre mutisme. Non, vous savez, oui. Quand je ne parle pas, j'écris.
D'accord. Je n'ai jamais cessé d'écrire. C'est ça. Voilà. Merci. Donc, Merci infiniment d'être venu alors nous parler, Voilà. nous entretenir. C'est toujours intéressant de vous entendre, de recenser vos convictions sur telle ou telle question politique. Voilà. Moi, je pense que ça ira. Nous irons de l'avant. D'accord. Pour une démocratie consolidée. Voilà. Merci infiniment à vous, Jérôme Jaoui, d'avoir été avec nous en ce dimanche. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain.